j'aimerais vous rappeler pourquoi la CCI Port de Normandie a souhaité organiser ce webinaire, hein. Donc, comme vous le savez, nous traversons actuellement une période d'incertitude économique troublée par de nombreux événements, qu'ils soient géopolitiques, pandémiques ou financiers. Une réalité qui ne touche pas seulement les entreprises fragilisées par la crise du Covid ou en baisse d'activité, mais toutes celles aussi finalement qui se posent la question de leur capacité de résistance face à de possibles nouvelles crises. Et donc ce contexte si particulier et donc incertain nécessite de trouver des solutions pour développer la résilience de vos organisations et pour redynamiser vos activités et vos équipes. Nous avons donc décidé de faire appel à Gaël Salomon, donc, qui est expert en stratégie de développement, performance opérationnelle et engagement des équipes pour vous présenter des outils et des pistes concrètes pour rendre vos organisations plus solides, plus pérennes et surtout plus résilientes. Voilà. Donc, sachez que je vous adresserai à la fin du webinaire donc les slides que Gaël va projeter pour optimiser le réseau et donc le déroulé de ce webinaire. Merci de couper vos micros et vos caméras. Sachez que ce webinaire va être enregistré. Donc, si quelqu'un s'y opposait, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Bon, désolé, je voulais faire une petite blague. Je plaisante, bien sûr, voilà. Donc, c'est enregistré. L'enregistrement vous sera envoyé avec les slides. Dernière précision, un certain nombre de séquences de questions-réponses vous seront proposées tout au long de ce webinaire pour le rendre le plus attractif possible et agréable, hein. Donc pour cela, je vous invite à poser vos questions dans le chat Teams sur le côté, que je relayerai à Gaël lors de ces séquences. Voilà, vous pourrez également, bien sûr, poser vos questions à la fin de ce webinaire, où nous vous proposons de nouveau un temps d'échange. Gaël, c'est à vous. C'est super. Merci beaucoup, Géraldine. Bonjour De rien. à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous voyez bien les slides que nous vous avons préparés pour ce webinaire. Effectivement, Géraldine l'a dit, c'est très juste. Il y aura plusieurs séances de questions-réponses parce que pour une fois, on a prévu de se donner un peu de temps ce matin, une bonne heure, ce qui du coup va permettre effectivement d'interagir. Alors, sachez, c'est très important qu'en plus des slides que Géraldine va vous envoyer, vous aurez aussi mes coordonnées parce que je fais le SAV. C'est-à-dire que si vous avez des questions ou effectivement des points que vous avez besoin d'approfondir, même sans obligation d'achat, évidemment, vous pouvez me contacter sans aucun souci. Voilà, donc vous aurez l'ensemble du contenu, plus mes coordonnées, et donc un accès direct au SAV. Alors, aujourd'hui, on va parler effectivement des 7 points clés pour booster, pour redynamiser, ou simplement pour consolider, solidifier, pérenniser vos activités et vos équipes. Alors, pourquoi activités et équipes? Eh bien, parce que clairement, le lien entre le business et l'engagement des équipes est un lien qui est absolument indissociable. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si vous n'avez pas des équipes qui vous suivent, globalement, ça ne sert pas à grand-chose. À l'inverse, avoir des équipes qui sont plutôt motivées, mais qui en même temps ne savent pas très bien où elles vont, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, clairement, business et engagement des équipes sont deux leviers indissociables et c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui dans ce webinaire. Voilà. Alors, Géraldine m'a présenté rapidement. Donc, pour compléter en vitesse, ça fait plus de 20 ans que je développe ou que je redresse des activités. Donc, c'est vraiment ma passion. Et ma passion, c'est de trouver des leviers qui permettent de recréer de la dynamique, tant pour le business que pour les équipes, en évitant justement, et surtout pour les entreprises qui sont encore un peu fragiles, en évitant de passer par des décisions qui sont parfois plus brutales. Donc, mon approche est extrêmement opérationnelle. Je ne suis pas du tout fan des concepts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vraie vie. Ce sont des missions courtes, des choses très concrètes, très pratiques, qui sont vraiment au service du développement des entreprises, de leurs équipes. Voilà. Donc, c'est ce que nous faisons et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé Bérénice Conseil, qui est un cabinet spécialisé en stratégie de développement, en engagement des équipes, en performance opérationnelle, avec pour mission d'aider de façon extrêmement pragmatique des entreprises dans leur développement ou parfois dans leur redressement. Donc, voilà pour me présenter rapidement.
Sachez aussi que chez Bérénice Conseil, nous écrivons beaucoup, nous faisons des travaux de fond, nous avons des articles, nous avons des livres blancs, quelques webinaires avec des gentils partenaires comme la CCI Porte de Normandie, et nous avons beaucoup de contenus qui sont à disposition sur notre site, et donc je vous mettrai aussi à la fin et dans les slides tous les liens pour y accéder, et effectivement avoir du contenu qui est à la fois très concret, très argumenté, non publicitaire, est complètement gratuit. Voilà, l'idée pour nous, c'est vraiment de partager notre connaissance du métier, du secteur et des problématiques de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, effectivement, donc vous l'avez bien compris, on va être sur deux sujets. Un sujet très business, qui est effectivement tous les leviers pour accélérer le développement, et puis un sujet beaucoup plus centré sur l'humain, avec tout ce qui est en lien avec l'engagement des équipes et le sens qu'on peut leur donner. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment très important de vous le dire, c'est de vous partager du retour d'expérience, du retour terrain, de ce qu'on fait dans la vraie vie. Donc, on ne va pas être dans les concepts. Mon objectif, c'est de vous partager des méthodes qui fonctionnent, ainsi que des retours d'expérience de ce qui se fait quand on est dans le monde de l'entreprise. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément vous balayer en 4 heures chacun des 7 items qui est ici. On pourra même y passer la semaine ou même le mois si on voulait. Je vais choisir évidemment quelques points très précis que je souhaite partager avec vous et sur lesquels mon objectif, c'est de vous donner des idées, des solutions, des cadeaux, quelque part, qui vont vous permettre effectivement de travailler plus efficacement et d'emmener vos équipes dans ces stratégies de développement. Alors, le premier sujet qui va aller assez vite, c'est peut-être la partie la plus rapide, c'est le besoin que l'on constate dans beaucoup d'entreprises de consolider le positionnement des activités. On le voit énormément dans beaucoup de sociétés qui sont très focalisées sur, bien sûr, le quotidien, c'est normal, c'est la vraie vie, mais qui sont du coup aussi très focalisées uniquement sur la vente immédiate de leurs produits et le développement de leurs produits. Et en fait, le constat qu'on fait, ce qui va probablement vous étonner un peu, vous allez vous dire, mais oui, bien sûr, c'est évident, le constat qu'on fait très souvent, c'est que ces entreprises ne prennent pas le temps suffisamment souvent quelque part de remettre l'ouvrage sur le métier pour se reposer la question de leur environnement concurrentiel et de l'environnement et des besoins de leurs clients. Alors, j'ai prévu pour vous une petite matrice, un petit schéma qu'on utilise sur le terrain en entreprise et qui fonctionne très bien parce qu'encore une fois, il est très simple, très pratique et qui résume bien les choses. Donc l'idée, c'est comment on a une stratégie claire, comment on fait les bons choix. Bah, la bonne réponse, c'est qu'il faut repartir du client. C'est vraiment le plus important. Donc repartir du client, c'est ce qu'on appelle, alors c'est des grands mots, mais en fait, c'est ce qu'on appelle le marketing stratégique. Alors, derrière cette notion un peu grande école de commerce, en fait, il y a quoi? Il y a l'idée qu'il faut en permanence se reposer la question de l'évolution des besoins des clients. Parce que moi, quand j'interroge des clients, mes clients à moi sur le terrain, les entreprises qui font appel à nous, évidemment, ils me disent, bah oui, mais mes clients, je les connais. Oui, mais oui, vous connaissez vos clients, mais vous ne connaissez pas l'évolution de leurs besoins. Très souvent, en fait, il y a des tendances qui évoluent, il y a des concurrents nouveaux qui arrivent, il y a des prestataires additionnels, il y a des solutions de substitution, il y a aussi le poids du législateur, il y a le poids des branches professionnelles, il y a tout un environnement de marché auquel on ne consacre pas assez de temps et d'énergie pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur de nos murailles. Et donc, le constat qu'on fait, c'est que dans 99% des entreprises que nous accompagnons, en fait, on est très centré sur la vente immédiate, on est très centré sur la production, sur l'interne, sur la qualité, etc. C'est très bien. Mais on ne se repose pas assez fréquemment la question de mais il se passe quoi à l'extérieur et c'est quoi les grandes tendances de fond? Évidemment, en partant des besoins du client. Et c'est ça qui permet d'identifier les marchés actuels et nouveaux sur lesquels on va aller jouer. Parce que très souvent, le business accessible, il est juste là, il est juste à côté. Simplement, comme on ne prend pas assez le temps de regarder ce qui se passe dehors, il y a parfois des marchés nouveaux, des besoins émergents qui nous passent sous le nez parce qu'on ne les a pas identifiés. Et c'est ça qui permet de définir une base de positionnement. Donc, le conseil que je peux vraiment donner ce matin et qu'on donne sur le terrain dans les entreprises qu'on aide, c'est de
très régulièrement se reposer la question de mais comment ça se passe vraiment à l'extérieur, les besoins des clients, le poids du législatif, les concurrents, etc. etc. Et c'est ça qui permet de rentrer dans ce qu'on appelle, alors, autre grande définition, le marketing produit. En fait, c'est quoi derrière? C'est la logique des offres qu'on va proposer. Les offres, ça peut être les services. Les offres, ça peut être les produits finis, les prestations, etc. Ce sont tous les produits qu'on va aller commercialiser. Sachant que la grande tendance, et vous allez comprendre un peu plus tard dans la matinée pourquoi, la grande tendance, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les offres agiles. Pourquoi les offres agiles? Parce qu'on est, pardon de le dire, je vais enfoncer une porte ouverte, on est dans un monde qui accélère, où il y a des évolutions évidemment numériques, mais pas que, législatives, concurrentielles, des évolutions des besoins, des sociétés, des clients, etc., l'environnement, tout ça fait que ça évolue extrêmement vite. Et donc, il faut être capable d'aller vers des logiques d'offres, que ce soit encore une fois des produits finis ou simplement des services. Il faut être capable d'aller vers des offres qui soient de plus en plus agiles et qui soient capables effectivement d'évoluer en permanence. L'intérêt des banques d'organes, ce qu'on appelle les banques d'organes, encore un mot qui n'est pas très beau, hein. Ce qu'on appelle les banques d'organes, en fait, ce sont des éléments qui peuvent vous permettre de constituer vos produits et de les faire évoluer en permanence. Ce qu'on appelle des banques d'organes internes, ce sont vos compétences, vos savoirs, ce sont l'ensemble de vos produits, ou des banques d'organes externes, ce sont vos partenaires, c'est l'écosystème que vous allez animer qui vous permet tout ça d'agréger un ensemble de composants qui vont donner vos produits finis. Et c'est ça qu'on appelle des offres agiles. Ce sont des offres qui sont capables de se réinventer très régulièrement en fonction, encore une fois, du marché que vous allez adresser. Donc, alors, vous êtes en train de vous dire, à mon avis, mais il est bien sympa l'intervenant, mais moi je ne suis pas pour un cours d'école de commerce. Mais oui, bien sûr, ce n'est pas de l'école de commerce. Je vous rassure, on est bien sur du vrai retour de la vraie vie. Et ça, ce que je vous montre maintenant, nous, on l'applique sur le terrain depuis des années. C'est très simple, en fait, c'est très facile à comprendre. C'est l'intérêt de la démarche. Donc, c'est facile à expliquer en interne auprès de vos collaborateurs. Et l'intérêt de ça, c'est que ça permet de reprendre tout le positionnement de l'entreprise et toute sa chaîne de valeur dans le bon sens, en repartant encore une fois du client. Ensuite, une fois qu'on a un positionnement, une fois qu'on y voit clair en termes de produits, qu'on a intégré cette notion d'offre qui évolue plus vite avec plus d'agilité, on rentre dans cette logique d'évolution du modèle commercial. Et donc, le modèle commercial, c'est quoi? C'est quelles sont nos solutions pour vendre en digital, nos vitrines web, nos commerciaux sédentaires ou sur le terrain, les éventuels partenaires qu'on va avoir, qui vont être revendeurs de nos produits, ou qui vont être apporteurs d'affaires ou apporteurs de solutions. Tout ça encadré par un marketing opérationnel. Et donc, c'est ça qui va évidemment favoriser le développement. Et puis, tout ça, à la fin, effectivement, aboutit sur ce qu'on appelle les opérations. Donc, les opérations, c'est tout ce qui permet de produire, de gérer, d'administrer, de facturer, de piloter l'ensemble de ce que l'on fait. Alors, encore une fois, vous allez vous dire, mais il est bien sympa, j'espère que toute la présentation ne va pas être comme ça. Non, je vous rassure, tout ne va pas être comme ça. Mais l'idée de ce schéma, qui, je vous le promets, a sauvé des vies, c'est vraiment de vous expliquer qu'il faut remettre le fonctionnement et ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'entreprise dans le bon sens, en repartant des besoins du client, des évolutions du marché, de toutes les contraintes et de tous les avantages de tout ce qu'on peut identifier comme opportunités. Ça dessine un positionnement. Ensuite, par rapport à ce positionnement, on dessine des offres qui vont être les plus agiles possibles. Tout ça, évidemment, est mis dans les mains du commerce, du marketing, sous différents aspects pour aller les vendre sur le marché. Et enfin, tout ça arrive au niveau de la production pour être délivré. Voilà. C'est un schéma qui a juste la vertu de réexpliquer les choses et de les remettre dans le bon sens. C'était une rapide intro, même si elle a pu vous paraître un peu longue, mais qui me semblait absolument essentielle. Et encore une fois, nous, on voit sur le terrain à quel point c'est vraiment, vraiment utile. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans le second volet, qui, je sais, est un peu plus attendu, sur les capacités commerciales. La question qui est posée derrière, c'est de dire, mais comment je renforce, comment je mets mon modèle commercial beaucoup plus solide, comment je le rends beaucoup plus efficient? Alors, je vais vous partager là aussi des méthodes, des recettes de cuisine, du retour du terrain qui fonctionnent très bien.
Il y a beaucoup de slides, je vais probablement en passer quelques-uns assez rapidement, mais encore une fois, vous les aurez tous parce que Géraldine va vous les envoyer en PDF et qu'en plus vous aurez mes coordonnées pour me poser des questions s'il y a effectivement des points d'éclaircissement qui sont nécessaires. Alors, pour renforcer le modèle commercial, il y a un triptyque gagnant qui consiste d'abord à repartir en conquête, c'est-à-dire à aller davantage sur le terrain, ensuite à rentrer dans une vente, ce qu'on appelle de la vente solution, je vais expliquer, je vous rassure tout ça après, et enfin à développer l'intimité client, c'est-à-dire mieux comprendre les besoins des clients et surtout de devenir le partenaire de référence des clients. Alors, je vous rassure encore une fois, je vais rentrer dans le détail. Commençons par l'idée de partir en conquête. Et là, encore une fois, je vous livre du retour terrain de ce qu'on fait dans la vraie vie pour aider des entreprises à se développer, voire pour certaines à se redynamiser. Donc, je vous prie de croire que ce sont des solutions qui fonctionnent très, très bien et qui sont extrêmement accessibles. L'idée, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. C'est l'idée de ce webinaire. Alors, partir en conquête, ça veut dire retourner sur le terrain, se rapprocher des clients, retourner les voir. Dans 99% à nouveau des entreprises que nous aidons, en fait, on se rend compte, même quand elles vont pas si mal que ça, on se rend compte qu'elles se sont trop éloignées de leurs clients et qu'il n'y a pas assez de présence terrain, il n'y a pas assez de proximité. Donc, ce qui est fondamental, c'est de recréer de la récurrence. Pour ça, il y a besoin de quelques outils pour effectivement identifier les clients à aller voir, pour se fixer des priorités. Ah ouais, parce que si effectivement vous vous dites, attends, mais t'es sympa, moi des clients, j'en ai 200, 300, 500, je ne peux pas aller déjeuner avec tous mes clients la semaine prochaine, et puis d'ailleurs, ils n'ont peut-être pas tous le potentiel économique en termes de développement pour que j'aille tous les voir. Et effectivement, le besoin qui est derrière, c'est de segmenter. Il faut arriver à faire des choix. Pourquoi? Pour rester pragmatique et approcher les choses avec méthode. D'où l'importance de segmenter le portefeuille client, et je vais vous montrer juste après comment on fait, et ensuite de structurer la démarche par ce qu'on appelle un plan de compte, mais un plan de compte léger. Et là aussi, je vais vous montrer la démarche et je vais vous donner les outils qui vous permettront de le faire en toute autonomie. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut être capable de se définir des priorités pour savoir quels clients on va aller voir d'abord. On ne peut pas, encore une fois, consacrer autant de temps et d'énergie à 100% des clients qu'on a, sauf si 100% fait le même chiffre, apporte la même rentabilité et a le même potentiel de développement. Mais moi, je n'ai jamais rencontré un seul de mes clients qui était dans ce cas-là. Donc, la réalité, c'est qu'il faut effectivement se fixer des priorités. Donc, il faut commencer par faire une photo. Et c'est une photo qu'on recommande de faire non pas tous les mois, mais 1 ou 2 fois par an, afin de catégoriser les clients et voir les prospects, et de derrière décider quelles sont les actions de fond qui en découlent, décider quelles sont les actions qu'on va les mener sur le terrain. Donc, comment on fait? En fait, généralement, on définit une matrice. On utilise une matrice extrêmement simple. Si vous allez sur Google et que vous tapez segmentation, vous allez trouver 3 grands modèles qui sont pour la plupart assez complexes et qui ne s'adaptent pas à tous les métiers. Nous avons bâti un 4e modèle, si je puis dire, avec un peu d'arrogance, mais qui fonctionne vraiment remarquablement et qui permet de très très bien et très facilement segmenter un portefeuille client pour être capable d'identifier des priorités. Ce modèle est basé sur 2 données. Une donnée quanti et une donnée quali. La donnée quanti, c'est le chiffre d'affaires actuel que l'on fait avec le client. Alors, actuel, c'est à vous de décider si c'est le chiffre d'affaires qu'on a fait les 12 derniers mois, les 6 derniers mois, ou qui est prévu pour l'année qui vient, mais dont vous avez déjà connaissance compte tenu du backlog, du portefeuille de commandes. Donc, on va partir du chiffre d'affaires actuel des clients. Ensuite, on va ajouter une donnée plus quali, qui est la notion de rentabilité. Alors, en fonction des métiers, la rentabilité, ça peut être le temps passé sur un projet, la rentabilité à l'heure, la marge brute, la marge sur coût variable, la marge d'exploitation. Il y a plein de données, ça dépend de vos propres indicateurs, ça dépend de vos propres outils de gestion et de votre métier. Dans 100% des entreprises où nous intervenons, il y a très facilement la possibilité de trouver des indicateurs. Ensuite, on va définir des seuils. Les seuils, c'est ce que vous voyez là, 1, 2, 3, ABC. Après, c'est encore une fois, fonction de chaque métier. Ça donne quoi? Ça donne que finalement, quand on commence à définir des seuils, ça permet d'y voir clair
sur ce que sont les clients qui ont le plus de potentiel, c'est-à-dire ceux qui ont à la fois du volume et une rentabilité élevée, ce qu'on voit en catégorie A1, et on ne joue pas à la bataille navale, c'est promis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des stars. Donc la catégorie A1, c'est vraiment les clients qui ont le plus de volume et le plus de rentabilité. Évidemment, c'est en théorie auprès de ces clients-là qu'on va les consacrer le plus de temps. On a à côté, sur toute la colonne A, les clients qui font le plus de volume en général. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fonds de commerce, c'est-à-dire les clients qui font vraiment vivre la boutique. Et puis, on a en colonne 1, la marge la plus élevée. Donc là, on va retrouver l'ensemble des clients qui ont le plus de rentabilité. Mais on voit, par exemple, si vous prenez 1C, que certains de ces clients sont très modestes en termes de volume, mais ils peuvent devenir beaucoup plus importants. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils achètent bien. Et donc, la rentabilité est très élevée avec eux. Et puis, on a tout le reste. Le reste, c'est la gestion économique. Ce sont des clients qui ne font pas forcément un très gros volume, qui n'achètent pas forcément très bien parce que la rentabilité n'est pas magique, mais globalement, on est très content d'avoir ces clients-là. Voilà. Et puis, on peut appliquer cette matrice aux prospects identifiés, et c'est le même principe. C'est-à-dire que même si on ne fait pas encore de chiffre d'affaires avec eux, on peut avoir connaissance, de par le marché, de par l'historique, de par la réputation de ses clients, ou de par le mode d'achat qu'on a détecté, de leur potentiel de développement, de l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis d'eux, qui va être de dire est-ce que finalement on sait que ces clients-là, ils achètent extrêmement mal, donc c'est ce qu'on appelle des points morts, c'est-à-dire que globalement, on va les prendre s'ils appellent, mais on ne va pas y passer trop de temps. Et puis idem pour ce qu'on appelle les prospects en situation de dilemme, c'est-à-dire s'ils nous contactent, effectivement, on va prendre leur appel, mais idem, on ne va pas y passer beaucoup de temps. Voilà. Je fais vite pour ne pas y passer la matinée, mais globalement, ça permet de comprendre effectivement comment on segmente. L'intérêt, c'est qu'on a à la fin cette matrice-là qui permet d'avoir des clients en catégorie Gold, Silver et Bronze. Donc, ce qui est magique avec cette approche-là, c'est que ça permet de définir les priorités qu'on va se fixer pour aller voir nos clients. Et donc, si on revient à la question qui est de dire, mais en fait, dans notre triptyque gagnant, il faut repartir en conquête, il faut repartir sur le terrain. Eh bien, on va évidemment commencer par les clients qui sont Gold, et notamment les Gold Stars. Ensuite, on va passer du temps avec les clients Silver, parce qu'ils ont, on le suppose, du potentiel, ou du potentiel d'amélioration de la rentabilité, ou du potentiel de croissance de chiffre d'affaires. Et puis, en revanche, les clients qui sont en catégorie bronze, c'est-à-dire qui rapportent un peu moins, qui ont des volumes un peu moins élevés, eh ben on va leur consacrer un peu moins de temps. Voilà. Donc, toute cette approche pour dire quoi? C'est que aller sur le terrain, repartir en conquête, redétecter des opportunités, se recoller au marché et à ses clients, ce que nous on recommande et ce qu'on met en place là où on intervient, en fait, il faut le faire avec pragmatisme et avec méthodologie. Et donc, il faut une méthode qui fonctionne. Et la méthode, c'est la segmentation qui permet de faire des bons choix, qui permet d'objectiver les décisions et de ne pas se dire oh ben, je vais aller voir tel et tel client et puis de le faire finalement au nusing et à l'intuition. L'idée, c'est vraiment de le faire en se basant sur des éléments de réalité. Et quand vous faites cet exercice-là, et encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler pour avoir des exemples un peu plus précis, parce que là, c'est très général, mais quand vous faites cet exercice-là, il y a toujours une invitée surprise, c'est que ça donne un cap aux équipes. C'est-à-dire que les équipes qui sont derrière se disent, ah oui, on voit où on va, on sait ce qu'on a à faire, on sait quelles sont nos priorités. Et en fait, ça fonctionne toujours extrêmement bien parce que non seulement vous avez un cap en termes d'action, mais en plus, la très bonne nouvelle, c'est que vos équipes savent précisément ce qu'elles ont à faire. La segmentation a une vocation, c'est qu'elle permet d'y voir clair sur les priorités et donc derrière de savoir quels sont les clients pour lesquels vous avez intérêt à faire un micro-plan de compte. Alors, je précise, le plan de compte va être utile pour les clients qui ont un potentiel de développement, pas pour 100% des clients. Par ailleurs, le plan de compte, ça n'est pas une étude de marché ou une œuvre philosophique. Nous, on intervient chez des clients, nos clients à nous, où les commerciaux faisaient des plans de compte qui faisaient 15 ou 20 pages. Mais ça ne sert à rien.
c'est pas l'objet. On n'est pas sur une étude de BTS Action Co. On est véritablement sur un outil qu'on va utiliser pour chacun des clients à fort potentiel, ceux qu'on voit ici qui sont notamment les Gold et les Silver. Et donc, le plan de compte doit rester un outil super simple. Donc, nous avons créé, nous, notre propre outil, un peu comme pour la segmentation, que nous mettons en œuvre chez les clients et qui, là aussi, fonctionne super bien. Il fonctionne bien parce qu'il est très simple, très pratico-pratique et il est très facile à suivre. Donc, on va vous le livrer, on vous l'offre, donc vous l'aurez et il sera directement intégré dans les slides qu'on va vous partager après. Donc, dans un plan de compte, pour nous, il y a 3 à 4 slides. Enfin, 3 ou 4 parties, si vous préférez. Donc, vous voyez, on est très, très loin du plan de compte avec 20 pages. On est sur quelque chose qui est simplement une lecture rapide et objective de la situation. Donc, dans un plan de compte, on va retrouver l'équipe qui pilote le client chez nous, c'est-à-dire qui s'en occupe dans tel et tel service, à supposer qu'il y ait des personnes dédiées en plus du commercial. Très souvent, on va aussi, quand c'est une plus grosse entreprise, on va retrouver des sponsors internes, des référents internes. L'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir faire une fiche d'identité du client. Et là, on va mettre effectivement les contacts qu'on a chez le client, sachant que les contacts vont être de 3 types généralement. On va retrouver les contacts qui sont des décideurs, ceux qui véritablement ont la possibilité d'engager les décisions, et puis très souvent ont une vision à moyen long terme. On va également retrouver ce qu'on appelle les prescripteurs, qui sont très souvent des managers opérationnels. Donc les prescripteurs qui, eux, vont recommander aux décideurs notre solution, notre offre, nos produits. Et puis, on va retrouver à la fin des informateurs. Alors, le mot n'est pas très joli, mais les informateurs, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas décideurs, pas prescripteurs, mais qui, en revanche, ont des informations sur des projets à venir, des tendances de fond, et qui peuvent nous éclairer sur d'éventuelles actions commerciales qu'on pourrait mettre en œuvre pour gagner des nouveaux marchés. Alors, donc voilà ce qu'est la fiche d'identité. Et dans la fiche d'identité, on va aussi indiquer la taille de l'entreprise, là où elle se trouve, ce qu'elle fait, etc. Si vous m'appelez par ailleurs, après ce webinaire, je pourrais vous montrer quelques exemples un peu concrets. Mais là, ce matin, on n'avait pas le temps. Il fallait faire des choix. Voilà. On va aussi retrouver évidemment le périmètre concurrentiel, ce qui va être de dire, globalement, on sait qu'il y a tel et tel autres acteurs chez ce client-là. Et que nous, on peut en déduire qu'on a à peu près un tiers, 10%, 50% du marché dans notre domaine chez ce client. Après, on va évidemment retrouver ce qu'on appelle les produits ciblés, qui va être de dire, mais qu'est-ce que nous, on aimerait aller vendre en plus chez ce client-là. Les actions commerciales qu'on a menées, c'est-à-dire qu'on a fait on a l'habitude, par exemple, de les inviter à déjeuner une fois tous les trimestres, de faire une revue avec eux tous les semestres, ce genre de choses. Et puis les actions autres, c'est très varié. Et très souvent, alors dans les plus grosses boîtes, ça va être du marketing. Dans les entreprises plus modestes, ça va souvent être des actions de terrain avec des équipes de production. Voilà. Mais l'idée, c'est de montrer et d'avoir vraiment une fiche d'identité extrêmement rapide, à la fois de ce qu'est le client et nos interactions avec ce client-là. On voit tout de suite dans cette autre page, et je vous rassure, il n'y en a plus qu'une après, derrière. On voit dans cette autre page, et on comprend que c'est somme toute assez light, on voit en fait donc les chiffres historiques qu'on a avec ce client, on a le niveau d'intimité client, c'est-à-dire effectivement quels sont les décideurs que l'on connaît le mieux, et ce qu'on a fait avec eux comme interaction, les objectifs qu'on va se fixer en termes de volume de croissance, parce que c'est plutôt pas mal généralement de se dire, on fait tant de volume, on aimerait en faire davantage, on aimerait capter tant de marchés nouveaux. Donc là, encore une fois, c'est lié à chaque métier, mais l'idée, c'est de se fixer quelques objectifs réalistes. Et puis, on va toujours mettre une photo des activités qu'on a en cours avec eux, des projets qu'on a gagnés, de ce qui est en train de se dérouler, des chantiers qu'on fait avec eux. Donc voilà, tout va être dans l'activité. Voilà, les actions autres, c'est le divers. Et puis, le pilotage de l'objectif et des actions. Donc là, c'est très simple et c'est en lien avec la diapo qu'on va voir juste après. C'est effectivement la fréquence à laquelle on va effectivement remettre d'aplomb, on va se reposer la question de la façon dont on avance avec le client. Vous allez tout de suite comprendre avec ça. En fait, l'intérêt du plan de compte, c'est de se définir des listes d'actions de diverses natures avec différents types d'interlocuteurs. Je vous rassure, l'objectif n'est pas que ce tableau-là soit complètement rempli
c'est juste pas possible. Ou alors, on est entièrement dédié à un seul client. Ça arrive, nous, je connais 2-3 entreprises comme ça, mais c'est extrêmement rare. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir des grands objectifs pour développer l'attractivité pendant l'année. Ça veut dire, alors on le voit sur la colonne de gauche, développer l'intimité client, comprendre les enjeux actuels et futurs, capter des besoins. Donc là, c'est vraiment être proche du client pour comprendre ce qui va se passer. Ensuite, il y a piloter avec le client. Donc là, c'est effectivement dans beaucoup de métiers, tous les mois, tous les trimestres ou une fois par an, on fait ce qu'on appelle des business reviews ou des points chantiers ou des points d'étape avec le client. Et puis, très souvent dans les entreprises, on fait appel au marketing quand il y a un service marketing et communication pour lancer des emailing dédiés, pour faire des événements spécifiques, impôts, quelque chose, des webinars, etc. Donc voilà, c'est aussi tout ça et c'est aussi le marketing qui vient en support. Donc, ça donne quoi concrètement en termes d'action? Ça va donner en fait des rendez-vous physiques, des rendez-vous à distance type téléphonique ou visio. Ça peut être aussi des déjeuners pour avoir des moments conviviaux. Et puis, ce qu'on appelle des rencontres prétextées. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les rencontres prétextées, on le voit dans certains métiers, les rencontres prétextées, c'est ce qui permet de créer de l'intimité avec des clients qui n'ont pas très envie de vous voir ou qui n'ont pas la disponibilité pour vous voir. Ça va être de dire, par exemple, écoutez, monsieur le client, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous à proximité de vos bureaux qui n'est pas encore décidé. C'est à ma main, c'est à moi de choisir le créneau. Écoutez, j'aimerais bien passer vous voir et boire un café avec vous. Ou je vous propose de bien vous faire un point rapide ou autre chose. L'idée, c'est effectivement, c'est pas un rendez-vous formel. Il y a un certain type de profil d'interlocuteur qui est peu à l'aise avec les rendez-vous formels, mais qui par contre acceptera beaucoup plus facilement un rendez-vous entre deux, entre guillemets. Voilà. Et puis là, après, on va retrouver les types d'interlocuteurs, décideurs, prescripteurs et informateurs dont je vous parlais précédemment. Ensuite, on va retrouver les mois. Ben oui, parce qu'en fait, l'intérêt d'un plan de compte comme ça, c'est de planifier l'ensemble des actions qu'on va mettre en place pendant l'année. Sachant qu'évidemment, et c'est très important, ça n'est jamais gravé dans le marbre. Un tel plan d'action ne fonctionne que s'il est itératif. C'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, d'un trimestre sur l'autre, en fonction des retours qu'on va obtenir, effectivement, on va faire évoluer le type d'action qu'on va mettre en œuvre. Ça n'est jamais figé. Ça doit être un outil qui aide, qui facilite. Mais ça a deux vertus, enfin, ça a plein de vertus, ce type d'outil. Mais il y a deux invités surprises, je devrais dire. Il y a deux invités surprises. Une première invitée surprise qui est que ça permet de structurer l'ensemble des actions de management. Quand vous faites un point une fois par semaine, par mois, par trimestre, avec vos commerciaux sur les actions qui sont mises en place, eh bien, ça va guider ces points-là. Quelque part, ça va venir nourrir, et nous, on le voit dans les entreprises où on intervient, ce type d'outil, en fait, devient le socle, vraiment la base des entretiens, des points d'étape entre les managers et les commerciaux, entre les managers et les équipes. Ça devient vraiment la base parce que tout y est en réalité. Il y a une deuxième invitée surprise qui a un rôle absolument majeur. C'est que tout ce qu'on a vu précédemment, en réalité, on le fait une fois au démarrage, et en réalité, ça prend 1 heure, hein, ça ne prend pas des heures, 1 heure, 1 heure et demie grand max, mais après, c'est fait, il n'y a plus qu'à le faire évoluer. Et donc, ça vous donne un outil avec un historique et avec une possibilité de faire une passation lorsque, par exemple, vous avez un commercial qui s'en va ou que vous faites une répartition de portefeuille, ça vous permet de très rapidement passer les infos d'un commercial à un autre sans repartir au début sur mais chez ce client, on connaît qui, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les enjeux, etc. Et ça, je vous promets que ça fait gagner un temps, une énergie qui est absolument phénoménale. Alors, je suis en train de m'enrouler un peu, donc je vais boire un peu. Boire, c'est important. Alors, de l'eau, je précise. Donc, c'est quoi les intérêts du plan d'action et ce que nous, on défend, parce qu'encore une fois, on en voit les retours et l'efficacité géniale sur le terrain.
je l'ai évoqué, ça permet de planifier l'ensemble des actions qu'on va mettre en œuvre, et donc les rendez-vous avec les interlocuteurs, là où on va embarquer éventuellement la direction de l'entreprise ou son manager, les événements qu'on va planifier, là où on va aller solliciter le marketing. En fait, ça permet de structurer l'ensemble des actions, et encore une fois, en s'autorisant, parce que c'est pas parce qu'on se projette sur l'année que les choses sont figées. Donc, on se projette sur l'année, mais chaque mois, on s'autorise à remettre l'ouvrage sur le métier, à se reposer les questions. Ça permet aussi, vous l'avez compris, de favoriser ce qu'on appelle la découverte et l'intimité client. Ça, je vais y revenir juste après, mais c'est absolument clé dans le développement. Et puis, ça aide à partager la démarche en interne, notamment en impliquant des personnes de l'entreprise, le management ou des personnes qui sont sur d'autres rôles, dans la prod, l'administratif et autres. Et puis, je l'ai évoqué, c'est une invitée surprise majeure, mais absolument majeure, c'est que ça pérennise les informations et ça facilite une passation éventuelle. Et puis, ça facilite le pilotage, on l'a vu à l'instant, et ça structure l'ensemble des actions de management. Alors, vous allez me dire très souvent, mais c'est bien votre truc, mais c'est quoi la différence avec le CRM? Eh bien, en fait, dans le CRM, on a beaucoup de données brutes, mais on a rarement l'ensemble de la planification des actions qu'on va mettre en œuvre pendant l'année. Il y a très très peu de CRM qui ont ce type de fonctionnalité, et même quand ils l'ont, ça n'est jamais utilisé. Donc, même si vous avez un CRM où vous avez l'intégralité de ces informations, c'est top, c'est super. Ce serait vraiment idéal. Malheureusement, dans la vraie vie, c'est souvent pas le cas. Le CRM est très peu utilisé. Il sert simplement à remplir quelques données de base et puis parfois, malheureusement, à fliquer les gens. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais malheureusement, on le voit un peu trop souvent. Donc, même si vous avez un super CRM, au moins, vous aurez besoin de cette partie-là, qui est absolument essentielle parce qu'elle structure l'ensemble des actions qu'on va mettre en œuvre sur l'année. Oublions pas que l'objectif de notre triptyque gagnant, c'est de se recoller au terrain, de revenir voir les clients, de retourner effectivement rencontrer les personnes qui ont des infos, qui sont prescriptrices ou qui sont en position de décision. Donc voilà pourquoi on passe autant de temps ce matin sur la segmentation et les plans de compte. C'est une grosse partie, c'est un gros morceau de la matinée, mais c'était vraiment important qu'on en discute. Euh, après effectivement l'idée de repartir en conquête, il y a cette notion qui est absolument majeure de ce qu'on appelle la vente solution. Alors, c'est quoi encore ce concept? En fait, l'idée qui est derrière la vente solution, c'est de sortir de la vente produit et d'aller vers une vente qui part du besoin du client. Pour bien comprendre ce qu'il y a derrière, en fait, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que l'immense majorité des commerciaux ou des gens qui vont chez les clients commencent par parler de leurs produits, leur catalogue, de leurs outils, de ce qu'ils font. En fait, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de repartir du client. Donc, dans ce qu'on appelle la vente solution, on va essayer d'identifier les principaux interlocuteurs clés, ce qu'on a vu précédemment dans le plan de compte, de façon à les rencontrer et à comprendre quels sont leurs principaux enjeux à court, moyen ou parfois à long terme. L'objectif, c'est vraiment de remonter dans la chaîne de décision de l'entreprise pour se positionner le plus en amont des besoins, des projets. En gros, l'idée, c'est de rencontrer les gens qui ont une vision, qui ont un pouvoir de décision, ou en tout cas qui ont une forme d'information, pour essayer de comprendre quels sont soit leurs souhaits, leurs rêves à court, moyen, long terme, soit leurs difficultés. Et c'est à partir de là que l'on va construire la solution qui leur correspond. Donc, ce qu'on appelle la vente solution, en fait, c'est un switch de cerveau pour dire, plutôt que de pousser, de parler de mes produits, je viens chez le client pour essayer de l'interroger, de parler avec lui, de le questionner sur ses principaux enjeux à court, moyen et long terme, que ce soit des enjeux de résolution de difficultés ou des enjeux de développement, de souhait, d'évolution et de rêve quelque part. Voilà. Et donc, d'où la nécessité de passer dans une attitude qu'on appelle découverte, ça s'appelle comme ça. On passe dans un entretien découverte, c'est-à-dire c'est beaucoup d'écoute, c'est de la reformulation, c'est de la contextualisation, c'est de la co-construction, c'est de l'interaction. Et donc, c'est vraiment ça qu'on met en place. Très souvent, ça nécessite de former les commerciaux, mais ça prend très peu de temps
En une demi-journée, on arrive à les former sur cette méthode-là avec quelques ateliers. Et ça permet effectivement de passer d'un mode où je vais caricatural, mais je viens barber le client en ne lui parlant que de ce que je sais faire, à un mode de C'est je Paul l'interroge, aussi. j'interagis avec lui. Donc, je sais pas si tu as récupéré, on a récupéré le contenu de Sébastien. Est-ce que vous Bonjour. pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ah, c'est la magie du direct, c'est la vraie vie, c'est pas grave, ça arrive. Et donc, je ne sais pas si vous avez récupéré le contenu de Sébastien, mais j'espère que Sébastien pourra participer, en tout cas voir le replay de notre webinaire. Alors, donc, on est effectivement sur ce qu'on appelle la vente solution, qui est vraiment un switch majeur et dont, encore une fois, je vous avais promis qu'aujourd'hui, on serait vraiment dans de la vraie vie, en essayant d'éviter autant que possible les concepts. Donc, on est dans une approche qui fonctionne remarquablement parce que ça met les clients en confiance, ça met pardon, les commerciaux en confiance et surtout ça met les clients en confiance. Et donc ça permet de créer ce qu'on appelle progressivement de l'intimité client. Donc l'idée c'est d'avoir une posture vis-à-vis du client qui soit surtout pas une posture de fournisseur, mais qui soit une posture qui est basée sur un rapport de confiance qui va permettre de capter des projets, des besoins nouveaux et donc de créer une forme de récurrence d'achat avec le client. Donc en gros, c'est vraiment ça, cette logique d'intimité client, mais qui passe par les phases précédentes, c'est-à-dire partir en conquête de façon pragmatique, méthodique, en passant par une segmentation extrêmement simple pour faire des bons choix et des plans de compte ultra légers, pratico-pratiques, qui permettent de planifier, ou en tout cas de structurer les principales actions et les principales personnes qu'on va aller voir. Ensuite, les personnes qu'on va aller voir, finalement, c'est quels sont les interlocuteurs clés, quels sont leurs enjeux, comment ça nous permet de nous positionner plus en amont dans la chaîne de décision plutôt que d'en trouver juste en phase de négociation. Et puis, tout ça avec une logique de ce qu'on appelle l'entretien découverte qui permet d'en savoir beaucoup plus sur le client plutôt que de parler de nous. Et puis, dernière chose, c'est ça qui va nous permettre, évidemment parce que nos produits, nos prestations sont de bonne qualité, ça c'est évidemment la base, mais c'est aussi ça qui va nous permettre de créer progressivement un rapport de confiance qui va créer de la récurrence d'achat chez nos clients. Voilà ce qu'on appelle le triptyque gagnant. Vous pouvez acheter 50 bouquins pour effectivement arriver à tout ça, où là, vous avez ce schéma qui est effectivement un vrai retour d'expérience de la vraie vie, du terrain, sur cette approche qui fonctionne remarquablement parce que même si là, ce matin, je l'aborde de façon assez rapide, la réalité, c'est que c'est très, très, très simple à mettre en œuvre, très facile à expliquer aux équipes et ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des retours très rapides sur le terrain. Et c'est ça qui plaît, en fait. Voilà, donc ça marche côté entreprise, ça marche côté client. Alors, j'ai parlé beaucoup, j'ai parlé vite. Géraldine, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on a quelques questions ce matin ou quelques remarques? Eh bien, pour le moment, non. Bon, c'est bon, c'était super clair. Voilà. Je le prends Juste bien. à Anne-Valérie qui nous écrit, c'est très chouette. Sur Ah, un elle est des sympa, conseils. merci Anne-Valérie. Ah, Merci c'est Anne-Valérie. adorable. Adorable, merci beaucoup. Mais non, pas de questions pour le moment. N'hésitez pas, je vous le rappelle, sur le chat donc de cette visio, vous pouvez effectivement poser vos questions et ponctuellement, on vous propose des séquences questions-réponses. À Et plus moi, je tard. vous rappelle encore une fois, quand vous enverrez les slides et que je fais le SAV, et donc si vous avez des questions plus précises, parce que là, évidemment, vous avez compris que je balaye en ultra surface chaque partie en essayant vraiment d'aller pile à l'essentiel, tout en vous remontant des infos de la vraie vie, du terrain, de ce que nous, on vit chez les clients et de comment on les aide. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment derrière à approfondir telle ou telle partie, ce sera avec plaisir. Alors, on continue sur les autres relais de croissance et on va passer sur tout ce qui permet en fait les autres solutions, pour faire simple, qui permettent de trouver de la croissance à court terme. Encore une fois, n'oubliez pas, on est sur comment on rend les entreprises plus solides, plus pérennes, plus résilientes. Donc, on est bien dans cette logique-là qui est comment je chassois mon développement, comment j'accélère mon commercial de façon pragmatique, structurée et professionnelle. Et puis à présent, on rentre dans une partie qui est, mais c'est quoi les autres solutions qu'on a pour faire de la croissance? Alors,
il y a vraiment deux solutions majeures que vous connaissez sûrement, j'en suis certain, qui fonctionnent sur le terrain. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, mais je me suis engagé d'abord pour ne pas vous prendre la journée, mais aussi pour vous faire des retours du terrain de la vraie vie et de la vraie vie, à uniquement aller sur des vrais retours d'expérience. Alors, il y a deux approches qui fonctionnent, qui n'ont rien à voir, mais qui fonctionnent remarquablement. La première d'entre elles, c'est la mise en place de stratégies d'alliance. Ça, c'est magique. L'idée, c'est de dire que on va effectivement s'allier à des partenaires qui vont nous permettre d'accélérer notre développement ou de rendre notre activité plus solide. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, le point de départ, et on revient au tout premier slide sur le positionnement qu'on a vu tout à l'heure, c'est la logique d'offre et d'innovation. Il y a beaucoup trop d'entreprises qui sont auto-centrées sur leurs produits, sans jamais se dire, mais finalement, moi, dans mon catalogue de produits, dans tout ce que je propose à mes clients, que ce soit des services ou des produits finis, finalement, je pourrais intégrer des produits qui viennent de partenaires, qui vont m'apporter ou du contenu, ou des solutions techniques additionnelles, voire même parfois des produits qui non seulement vont venir compléter mon catalogue, mais vont aussi quelque part donner de la gueule à telle ou telle partie, qui vont valoriser tel ou tel ensemble de mon catalogue. C'est ce qu'on appelle des chevaux de Troie, parce que ces chevaux de Troie vont permettre d'atteindre tel ou tel client que vous n'auriez pas atteint si vous n'aviez pas cette offre additionnelle venant d'un partenaire. Donc, cette dimension stratégie d'alliance qui vous permet d'avoir des offres et des innovations qui viennent de l'extérieur, mais que vous allez intégrer dans votre catalogue, ça fonctionne, c'est extraordinaire, parce qu'immédiatement, vous valorisez davantage votre catalogue produit, votre catalogue de prestations et de services. Ça permet aussi, à l'inverse de ça, donc là, on vient de voir qu'on peut prendre des produits, des solutions, du contenu pour différentes raisons qui viennent enrichir notre propre catalogue. Mais à l'inverse de ça, les stratégies d'alliance, ça permet d'avoir des entreprises, des partenaires, des prescripteurs qui vont, eux, revendre nos produits, qui vont faire la prescription de nos solutions à leur propre écosystème. Donc, c'est aussi une façon d'avoir des solutions pour vendre. Donc, c'est un canal de vente additionnel, les stratégies d'alliance. Et puis, ça permet également de se dire, mais finalement, on n'a pas exactement les mêmes cibles, on n'a pas exactement les mêmes clients, on n'est pas vraiment concurrents, on est hyper complémentaires, mais on pourrait peut-être ensemble faire un salon et mutualiser les coûts. On pourrait peut-être organiser un petit déjeuner avec vos clients et les nôtres. On pourrait peut-être faire des webinars comme ce matin. On pourrait écrire un livre blanc, faire des articles ou autre chose. Donc, on pourrait partager l'effort de guerre pour faire de la com, à la fois le coût, l'énergie, le temps que ça prend, etc. Et puis, dernière chose, alors encore une fois, on pourrait passer la matinée là-dessus, mais dernière chose fondamentale sur les stratégies d'alliance, c'est la mutualisation. C'est-à-dire, on peut mutualiser des coûts, on peut produire ensemble, on peut mutualiser une camionnette de livraison, on peut mutualiser, on l'a vu, on peut mutualiser un stand, on peut mutualiser un site web, l'idée c'est de voir comment on peut produire ensemble. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné une entreprise de formation. En fait, l'idée a été de trouver un confrère qui ne soit pas vraiment concurrent, avec lequel ils puissent produire ensemble les mêmes sessions. Donc l'idée, c'est que plutôt que d'avoir deux salles, deux formateurs, deux logistiques, etc., ils ont une seule salle, un seul formateur, une seule logistique, mais avec des clients des deux sociétés. Voilà, c'est un exemple extrêmement simple, mais qui montre que ça s'applique aussi dans le monde des services. Voilà. Donc les stratégies d'alliance, ce qu'on appelle les stratégies d'écosystème, ça fonctionne remarquablement et c'est un levier de croissance qui est extrêmement rapide et extrêmement efficace en termes d'offres, de distribution, d'image et de mutualisation. Il y a un deuxième levier qui sont les diversifications d'activités. Alors, celui-ci, je vais le passer assez vite parce que j'ai quelques slides derrière que je ne vais pas vous montrer, mais que je vais vous envoyer, qui sont des outils concrets issus de travaux de recherche et d'une thèse sur le sujet. Alors, en fait, la diversification d'activités, ça consiste à aller, pour vous, sur des marchés nouveaux avec des produits nouveaux. Donc, ça n'est pas vendre vos produits à de nouveaux clients, ou ça n'est pas vendre de nouveaux produits à des clients que vous n'aviez pas, etc. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans le développement, on n'est pas dans le développement produit et on n'est pas dans le développement marché. On est véritablement dans
Je vais sur un terrain de jeu qui n'est pas le mien. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la véritable diversification. C'est quoi l'intérêt en fait de se diversifier? Je vous dire, mais pourquoi il nous parle de ça ce matin? En fait, l'intérêt, c'est d'avoir un effet accélérateur, donc d'avoir un business additionnel, ou d'avoir un effet amortisseur qui effectivement permet de compenser les éventuelles baisses sur l'activité principale. Concrètement, ça se base sur quoi? Ça se base sur encore un terme technique tout moche, ce qu'on appelle des pivots de diversification. En gros, c'est quoi l'idée? Ce sont les activités qu'on va mettre en commun. Si par exemple, vous avez une super logistique et un super commercial, à titre d'exemple, vous allez pouvoir peut-être mutualiser ça avec un autre métier qui n'a rien à voir avec le vôtre, mais qui a besoin d'une super logistique et d'un super commercial. En gros, c'est l'idée vraiment de base qui est de réutiliser des compétences stratégiques majeures de votre entreprise actuelle au service d'autres activités. Donc, la diversification, on pourrait, il y a eu une dizaine de bouquins qui ont été écrits sur le sujet, une thèse, il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait, on pourrait y passer beaucoup de temps. Ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est qu'il faut garder ça dans un coin de votre tête. On pourra en parler si vous le souhaitez. Nous, on a une personne dans l'équipe qui est vraiment experte du sujet, qui a écrit sur le sujet, donc n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage. C'est un véritable levier pour rendre vos entreprises plus efficaces, plus rapides dans leur développement, ou en tout cas plus solides en cas de coup dur. Et il y a globalement une entreprise sur 20 qui y pense à la diversification d'activités. Et pourtant, dans certains cas, c'est ultra rapide, c'est ultra faisable, c'est pas très cher et c'est ultra rentable. Voilà pourquoi je vous en parle. On a derrière une grille de lecture que je vais simplement vous partager dans les slides que je vais vous envoyer et qui vous permettra effectivement d'avoir des outils que je vous expliquerai par ailleurs si vous le souhaitez. Est-ce que, à ce stade, sur cette seconde partie, et avant que je boive, j'en ai besoin, vous avez des questions? Est-ce que Géraldine, il y a des questions? Alors, sur le chat, non. Est-ce que vous souhaitez poser une question en direct à Gaël éventuellement? Une remarque, un avis à partager? À part me dire de parler moins vite, mais ça, je le sais déjà. Bon, ben non, écoutez, Oh soit ils sont tous partis ou je non, sais mais pas. ça peut être. Bon, et ben on Alors, continue. on a parlé de business et je vous avais promis que ce matin, on parlerait de deux sujets, des aspects de business et des aspects d'équipe, d'engagement des équipes. Alors, maintenant, on va partir sur un autre sujet, effectivement, qui est la compréhension des facteurs, autant externes qu'internes, qui influencent aujourd'hui sur le rapport au travail. Cette partie est fondamentale, encore une fois, parce que avoir des équipes engagées est réellement indissociable de la performance des entreprises. Donc ce second volet de ma présentation ce matin est absolument essentiel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui dans le monde de l'entreprise dans un temps qui va beaucoup plus vite, avec une pression externe qui est beaucoup plus forte. Et ça a une incidence sur l'entreprise elle-même, et puis ça a aussi une incidence sur les collaborateurs qui constituent l'entreprise. Là, il y a 4 facteurs majeurs, il y en a d'autres, mais là, vous avez vraiment les 4 plus importants qui viennent aujourd'hui secouer, chahuter les entreprises. Le premier facteur, c'est la pression permanente de l'innovation. Il y a vraiment ce sentiment en général dans beaucoup d'entreprises que quelque part, c'est soit on évolue tout le temps, soit on meurt. Alors, c'est pas complètement faux et on le voit parce qu'il y a un second volet qui est ce sentiment qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent prématurément. C'est pas complètement faux. Il y a à peu près entre 10 et 15% des entreprises chaque année qui disparaissent, soit parce qu'elles sont absorbées, soit parce qu'elles périclitent. Alors heureusement, d'autres se créent, mais il y a quand même une réalité, c'est que sur le top 500 mondial, le Fortune 500 des années 50, donc il y avait les 500 plus grandes entreprises du monde dans les années 50. Il en restait plus qu'à peine une cinquantaine, une 50, 60 dans les années 2010. Donc ça veut dire qu'effectivement, bah oui, même les très grandes entreprises finissent par disparaître ou simplement par être absorbées, par fusionner avec d'autres.
Donc, il y a effectivement un sentiment d'une accélération, de la disparition prématurée des entreprises, qui n'est pas qu'un sentiment, parce qu'il est, il est effectivement étayé par les chiffres. Chaque année, il y a davantage d'entreprises, effectivement, qui soit disparaissent, soit sont simplement absorbées. Donc, il y a ce sentiment-là qui met une forme de pression additionnelle. Il y a un autre facteur qui est très intéressant et qui a aussi un impact vraiment majeur sur le monde de l'entreprise et donc sur les équipes, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les cadres institutionnels mouvants, c'est-à-dire en gros les lois qui bougent tout le temps sur plein de sujets. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là aussi dans une accélération du législatif avec de plus en plus de contraintes. Alors parfois, c'est pour des raisons qui sont entre guillemets entendables, comme notamment évidemment la cause environnementale, et puis parfois c'est juste de la paperasserie administrative. Donc, je vous donne un exemple très simple. Je vous ai parlé tout à l'heure, je crois, d'un client dans le monde de la formation. Eh bien, sachez que dans le monde de la formation, entre 2002 et 2018, en 16 ans, vous avez eu 8 réformes majeures, ce qui explique aujourd'hui que même les acteurs qui étaient les plus solides, les plus costauds, il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années, font des PSE, sont en situation de déroute, ou simplement ont été rachetés par d'autres parce qu'effectivement, ils allaient très mal. Donc voilà, on est exactement sur l'exemple parfait du millefeuille administratif. Je vous rassure ou pas, ça n'est pas que français, contrairement à ce que l'on peut penser. C'est commun à la plupart des pays de l'OCDE. Voilà, donc c'est une réalité. Et puis, dernière chose qui vient impacter le monde de l'entreprise et qui vient impacter les collaborateurs, c'est la remise en cause permanente. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un groupe international dont le CEO nous parlait d'une nouvelle stratégie tous les 6 mois. Et donc, je me suis rendu compte assez vite que finalement, l'immense majorité des gens ne l'écoutaient même plus. Pourquoi? Parce que c'est une espèce de sentiment que l'entreprise n'est jamais stabilisée et qu'elle change de cap en permanence et qu'elle remultiplie les réorganisations constamment. Et ça, c'est une vraie maladie dans beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à se poser. Alors attention, on peut réinventer ses produits, on peut effectivement faire évoluer son modèle commercial, on peut effectivement se doter d'un écosystème avec des partenaires, ce qu'on a vu précédemment, on peut se diversifier, ça n'empêche pas d'évoluer, ça n'empêche pas de se réinventer, mais l'idée c'est d'éviter de changer de cap toutes les 25 minutes et d'avoir en permanence une réorganisation, parce que du coup ça perd les gens, ça perd le sens, et puis surtout c'est de l'argent et de l'énergie et du temps qui sont pas bien utilisés. Donc effectivement, c'est un vrai sujet. Il y a un autre facteur qui vient directement impacter les collaborateurs, une autre série de facteurs. Je vous ai pris les 3 les plus importants. D'abord, vous avez ce qu'on appelle la persistance des contraintes physiques. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de croyance aujourd'hui qui veut que, globalement, comme il n'y a plus de porteurs d'eau ou plus d'allumeurs de réverbères, globalement, et que l'industrie s'est beaucoup robotisée, finalement, il y a moins de contraintes physiques sur les personnes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En 30 ans, les contraintes physiques, les salariés atteints de contraintes physiques sont passés de 7 à 5%. Donc globalement, c'est infime. Il y a toujours quand même 5% des gens, des salariés français, tous métiers confondus, hein, c'est là que c'est intéressant, pas seulement dans l'industrie ou dans le BTP, qui effectivement ont un métier avec de fortes contraintes physiques. Et bien oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a été le poids de la charge a été remplacé par la répétition des gestes. Si vous avez l'image immédiatement des entrepôts dans lesquels il y a énormément de manutention, type Amazon et autres, en fait, dans ces sociétés-là, on a remplacé des charges qui étaient très lourdes par des gestes répétés à haute fréquence, ce qui effectivement crée des contraintes physiques nouvelles. Et donc les gestes répétés à haute fréquence sont aujourd'hui à l'origine d'un accroissement des troubles musculo-squelettiques. Pour le dire autrement, en fait, il y a plus de contraintes physiques aujourd'hui qu'avant. Voilà, simplement, c'est plus les mêmes, c'est moins la charge et c'est davantage la répétition de gestes qui finissent effectivement par vous déglinguer une partie du corps. Donc, c'est toujours une réalité. La deuxième chose, ce sont les nuisances sonores. Alors, si on regarde des stats pré-Covid, on se rend compte qu'énormément d'entreprises, à cause de l'augmentation avant le Covid des prix de l'immobilier, ont augmenté en moyenne à l'échelle nationale le nombre d'open space. Et donc, la conséquence de ça, c'est que
le nombre de personnes souffrant, je n'ai pas dit se plaignant, j'ai dit souffrant d'un environnement de travail beaucoup trop sonore est passé en France de 16 à 24% en 10 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'environnement de travail pour beaucoup de personnes est une source de stress énorme. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on est dans un monde qui va plus vite. Et donc, on est effectivement beaucoup plus sollicité, mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'en fait, nous tous salariés en France, et évidemment dans les pays de l'OCDE, encore une fois, en fait, est beaucoup plus souvent interrompu pour des tâches à réaliser en urgence et non choisies par lui. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire que en permanence, on est sur un boulot, on est en train de faire quelque chose, et on a une personne qui a un poids hiérarchique ou structurel sur nous, et qui va nous dire, écoute, arrête-toi, fais autre chose dans l'urgence. Et ça, c'est permanent et c'est beaucoup plus souvent. Et donc, tout ça, ça a un impact sur les équipes. Et donc, effectivement, il ne faut pas s'étonner derrière qu'on ait un rapport au monde de l'entreprise qui évolue, et pas seulement chez les jeunes, contrairement à ce qu'on pensait il y a encore quelques années, mais aussi sur des populations plus âgées, d'où cette mode du big quit qu'on a vu effectivement, qu'on a vu dans beaucoup d'entreprises, alors qui est arrivé des US. Et effectivement, cette logique qui est de dire, mais moi, je veux quitter l'entreprise dans laquelle j'exerce aujourd'hui parce que je n'y suis pas heureux, que j'ai besoin de sens et surtout que j'ai besoin d'un environnement de travail qui me soit beaucoup plus propice. Voilà, et donc, on est dans ce qu'on appelle le VUCA. Alors, ça fait un peu concept, ça fait un peu credo, et pourtant, c'est assez remarquable parce qu'on voit bien qu'on est sur un monde avec beaucoup plus de volabilité, volabilité. On a beaucoup plus d'incertitudes. Volatilité, pardon. On a beaucoup plus d'incertitude, plus de complexité et puis plus d'ambiguïté. Et donc, la réponse, c'est quoi? C'est apporter de la vision aux équipes, c'est plus de compréhension de ce qui se passe à l'extérieur et dans l'entreprise, mais encore une fois, bien à l'extérieur. C'est aussi plus de clarté dans ce qu'on explique, dans le partage. Et puis, c'est plus d'agilité pour effectivement, et on a vu depuis le début de ma présentation, c'est aussi plus d'agilité pour être plus efficace. Donc voilà, VUCA. Vous l'aurez dans les slides qu'on va vous envoyer parce que ça résume énormément de choses. Et rien que ce petit slide, lui aussi, il sauve des vies. Quand on comprend ça, on comprend ce qui se passe et on comprend ce qu'il faut faire. Donc on comprend la suite de ma présentation parce qu'évidemment, tout se tient. Oui, j'ai fait exprès. Alors, on rentre dans une autre partie qui est très importante, qui est d'instaurer un mode collaboratif et managérial qui soit solide et qui soit différent. Le conseil que je donne très souvent, c'est pour accroître le sentiment d'appartenance des équipes, c'est de mieux réussir l'intégration. L'intégration des équipes, ça sert à quoi? Ça sert à développer le sentiment d'appartenance, ça sert à faire que les nouveaux collaborateurs soient beaucoup plus efficaces dans leur nouvelle mission, ça sert à faire en sorte qu'effectivement, les gens se sentent bien accueillis et aient envie de rester. Ben oui, parce qu'en fait, si vous regardez bien, jusqu'à un tiers des collaborateurs intégrés en CDI avant le Covid quittaient leur job dans la première année. Un tiers des collaborateurs en CDI quittaient leur job dans la première année. Je le répète pour dire à quel point c'est important. Le coût d'un collaborateur qui s'en va avant la fin de la première année, c'est entre 1,7 et 2,4 fois son salaire. Bah oui, parce qu'il y a le coût de son salaire, mais il y a aussi le coût du management, de l'équipement, des ressources humaines, le temps qu'on fait prendre pour lui faire rencontrer d'autres gens dans l'entreprise, etc., etc. Donc, réussir l'intégration des équipes, c'est à la fois une dimension humaine et managériale pour faire en sorte que les nouveaux intégrés soient très vite efficaces, et puis c'est aussi une réalité économique de faire en sorte qu'une fois que vous avez trouvé la perle rare, eh ben, elle reste. Donc, pour bien réussir l'intégration, il y a 3 notions à retenir qui sont fondamentales. Et avec ça, vous réduisez votre turnover, vous avez des collaborateurs qui sont plus heureux et mieux intégrés, et donc plus vite efficaces. Il y a 3 notions majeures. Il faut qu'un collaborateur se sente attendu, accueilli et accompagné. Attendu, accueilli, accompagné. Attendu, ça veut dire qu'avant de rejoindre l'entreprise, il va recevoir un grand nombre d'informations, de coups de téléphone, de points de repère qui vont lui permettre de bien savoir effectivement ce qui va se passer et d'avoir le sentiment que oui, il est véritablement attendu. Accueilli, ça veut dire que
au moment où il va arriver, il va effectivement être embarqué dans un processus de rencontre, d'information, d'accès à des outils, de démonstration qui vont lui permettre de très très vite se sentir à l'aise dans l'entreprise. Attention, ça c'est la partie que les entreprises font le plus, mais qu'elles ne font pas forcément le mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est très important dans cette phase-là, c'est de systématiser le processus. Sinon, vous créez un sentiment d'iniquité entre des personnes très bien accueillies, très bien intégrées et d'autres qui le sont moins bien. Et puis, finalement, on ne sait plus très bien qui s'occupe de quoi. Donc, l'idée, c'est de systématiser, je veux dire presque d'industrialiser cette phase-là pour être certain de ne louper aucune étape et que chacun dans l'entreprise sache exactement ce qu'il a à faire. Et puis, il y a la phase la plus importante, qui est la phase d'accompagnement et qui est la moins bien gérée dans l'entreprise, qui est la phase d'accompagnement qui est vraiment majeure. Pourquoi? Parce que un recrutement, c'est un peu comme un mariage. Tout le monde se choisit. Il y a une phase de fiançailles où effectivement, on a quelques dîners aux chandelles assez sympas. Et puis, on décide de se marier et de vivre ensemble. Et puis, une fois qu'on vit ensemble, là, on découvre que la mariée n'est pas si belle et qu'effectivement, il range mal sa brosse à dents, qu'elle laisse traîner ses affaires et que c'est un peu le bazar à la maison. C'est la vraie vie. C'est pas grave, mais c'est la réalité. C'est une image pour dire que les soucis, en tout cas les freins, les incompréhensions, les mécanismes de rejet arrivent après l'accueil, arrivent après l'intégration. Ils arrivent dans les premiers mois. Et donc, l'erreur que font beaucoup d'entreprises, c'est de laisser cette part-là au seul manager. Eh bien non, il faut impérativement avoir des rendez-vous fréquents, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, avec d'autres personnes dans l'entreprise. Ça peut être les RH, ça peut être d'autres managers, ça peut être la direction, ça dépend de plein de paramètres. Mais il faut avoir d'autres points d'étape pour identifier les freins, les incompréhensions au moment où ils se produisent. Parce qu'ils ne se produisent jamais au moment où on est attendu ou au moment où on est accueilli. Là, c'est l'euphorie. Ils se produisent toujours dans les semaines et les mois qui suivent. Et c'est là, à cause de ces freins ou de ces mauvaises surprises ou de ces mauvaises croyances, de ces mauvaises interprétations, que la personne s'en va. D'où l'importance, effectivement, de cette phase d'accompagnement qui est absolument essentielle. Bon, désolé, j'ai fait très vite, mais voilà, je voulais vous partager ces phases attendues, accueillies, accompagnées. C'est ce qui permet de développer votre marque employeur, de réduire votre turnover et donc d'avoir des collaborateurs qui se sentent plus engagés plus vite. Et puis, il y a une autre phase que ne font pas bien les entreprises, et heureusement, nous, nos clients, on les aide, c'est de réussir le départ. En fait, c'est ce qu'on appelle, alors c'est pas très beau, encore une fois, encore des mots pas chouettes, ce qu'on appelle le post-mortem. En fait, l'idée, c'est absolument ne laisser jamais partir quelqu'un sans être allé chercher du feedback réel et sincère, en s'attachant aux faits et non pas aux perceptions, des raisons profondes de son départ et de ce qu'il peut nous dire, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien dans l'entreprise. Alors, comment on fait? Généralement, on fait ça 1 semaine, 10 jours avant le départ de la personne. Ça ne sert à rien de le faire trop tôt, parce qu'il y a encore de la rancœur, il y a de l'énervement, ou il n'y a peut-être pas encore assez de détachement. Donc, on va le faire 1 semaine, 10 jours avant son départ, et on va demander à une personne de l'entreprise, généralement à un manager, qui n'a pas eu dans le passé d'interaction avec cette personne, ou en tout cas le moins possible, de faire cet exercice qui va être de dire, écoute, dis-nous maintenant véritablement ce que tu penses de l'entreprise. Je suis un peu caricatural, mais l'idée, c'est d'essayer de capter un maximum d'informations et de ne pas être dans les croyances, dans les perceptions, dans les rumeurs, et d'aller chercher des faits, pas des opinions, pour avoir véritablement du feedback. Ce qui est derrière pour vous, l'intérêt, c'est d'identifier à la fois des points de force, dont vous n'avez pas forcément conscience, et bien aussi des angles morts, et dont là aussi, souvent, vous n'avez pas conscience, et qui peuvent avoir un impact sur le départ d'autres personnes. Donc voilà, on est véritablement sur des leviers de sentiments d'appartenance et d'engagement qui sont absolument majeurs. Ce qui est aussi important, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de comprendre que de nouvelles attentes chez les personnes ont émergé et que le besoin de sens qui avant, dont on disait avant que ça n'était que les nouvelles générations, en fait, c'est plus vrai. Le besoin de sens, il est partout. Il est partout parce que le monde de l'entreprise évolue et que surtout le monde autour de l'entreprise évolue. Et que, on l'a vu précédemment, les conditions de travail ne sont pas forcément plus sympas dans beaucoup d'entreprises. Donc, beaucoup de personnes vont rechercher davantage de sens, vont chercher à se développer et vont rechercher à avoir un manager
qui ne soit pas un chef haillon, mais qui soit davantage un coach, qui accompagne, qui aide. Et puis, la méthode des entretiens annuels d'évaluation, qui est devenue malheureusement une obligation légale, en fait, c'est pas ça la clé. La clé, c'est du feedback, du suivi au fil de l'eau. Et puis, c'est de pouvoir participer aux décisions d'entreprise. Et enfin, c'est de pouvoir se développer, s'épanouir dans son job et même au-delà dans sa vie. D'où l'importance du sens sur laquelle on reboucle. Donc, en termes de management, bah forcément, on passe d'un management très traditionnel, très années 80-90, très descendant, de ce qu'on appelle très chef haillon, si vous voulez, à un management beaucoup plus efficient, qui embarque les équipes, qui leur donne de l'envie, hein, qui crée un sentiment d'adhésion et donc un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que plutôt que des tâches, on va être dans de l'interaction et dans de l'échange, donc on va être dans la co-construction. On n'est plus dans des processus avec forcément que des étapes, mais on est dans cette logique d'agilité qu'on a vu précédemment avec de l'amélioration continue à laquelle chacun contribue. Et puis, on n'est plus dans des logiques de règles, mais davantage dans l'autonomie. Et on va le revoir dans 5 minutes, d'ailleurs, à propos du management des équipes hybrides ou en télétravail. Et puis, on n'est plus dans du contrôle à tout va, mais dans de la confiance. Pour le dire autrement, les salariés, les entreprises n'ont plus besoin de chefs haillons. Elles ont besoin de managers qui sont d'une autre trempe, qui sont beaucoup plus humanisés. Et encore une fois, on n'est pas au pays des bisounours. On n'oublie pas la finalité économique du monde de l'entreprise. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais simplement, les leviers pour y arriver sont heureusement beaucoup plus vertueux, beaucoup plus humains et embarquent beaucoup plus les équipes. Je n'ai pas tout à fait terminé, il reste une toute petite partie. Mais Géraldine, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, à part me dire encore une fois de parler moins vite? Non, alors des remarques, oui. Sandrine Méo, tout est très clair pour le moment et c'est vraiment intéressant. Nina Williams, c'est extrêmement intéressant et utile, merci. Non, non, on vous écoute religieusement. Moi, je suis embarquée, hein, personnellement. Ouais. Donc, mais pas de questions, pas de questions. Donc, je ne sais pas, profitez si vous avez voilà, une remarque là. Vous m'entendez ou Euh, pas? ouais, ouais. Pardon, bonjour, donc Bonjour. Anne-Valérie. Bonjour. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour Pierre. Moi j'ai une petite question quand même, parce que moi j'ai été un petit peu, c'était sur le côté stratégique quand vous disiez on change de stratégie. Moi j'ai eu ce souci-là cette année, c'est que j'ai pourtant pour moi pas changé de stratégie. Mon collaborateur, qui est un alternant en marketing digital, voilà, a eu lui l'impression que je changeais de stratégie. Alors qu'en fin de compte, pour moi, elle était claire dans ma tête. Il y a plusieurs types de clients, un peu ce que vous disiez sur le type A, B, C, D, voilà. Et en fin de compte, on se rend compte que, en disant, en privilégiant l'un ou l'autre, c'est pas qu'on oublie les autres. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bon, c'est bientôt la fin d'année, c'est un peu fichu. Bon, c'est fichu. Je pense que c'est pas bien grave parce que c'est un alternant, qu'il a fait son année. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Mais j'avoue que je me dis, si ça avait été quelqu'un en CDI, quand c'est un peu comme les ruptures amoureuses, hein, c'est quand c'est fichu, comment retrouver la flamme, quoi. Voilà. Et alors, alors moi j'aime bien votre intervention, par contre, je n'ai pas compris quelle est votre question du coup. Ma question, c'est peut-être, alors, attendez, ok, d'accord. Ma question, c'était comment retrouver la flamme quand on n'a pas été clair, parce que quelqu'un qui est démotivé, parce que c'est le cas, c'est la première fois que ça m'arrive, mais il faut le reconnaître, hein. C'est pas facile de retrouver la flamme. Enfin, voilà, je pense que pour moi, c'est difficile de remotiver quelqu'un qui a perdu sa motivation et on a beau lui dire, il n'entend pas. Enfin, voilà, c'est un peu ma problématique que j'ai en ce moment. Voilà. Ouais, je partage, c'est vraiment pas simple quand effectivement, quand la motivation a décru, il y a une solution qui marche très bien, c'est ce qu'on va voir juste après, hein. Je fais pas exprès c'est pas pour ne pas répondre, hein. Mais la notion de projet d'entreprise pour embarquer des équipes fonctionne remarquablement. Après, il faut être capable de l'adapter à une équipe, à un service.
C'est complètement jouable, mais c'est cette notion qui consiste à créer de l'adhésion en embarquant les équipes autour d'un projet qui est le projet de l'entreprise et d'une feuille de route qui en découle. Donc, ce que je vais montrer là dans les 5 minutes qui viennent s'applique à une entreprise, mais peut vraiment être réduit à la photocopieuse pour le faire juste pour une équipe ou pour un service ou pour un projet précis. Vous voyez ? Et ça, effectivement, on le voit dans le monde de l'entreprise. La méthode que je vais vous montrer juste après, elle fonctionne dans 95% des cas, 90-95% des cas. Après, la réalité, Anne-Valérie, c'est que vous aurez toujours globalement 5 à 7% des gens qu'on n'arrive jamais à embarquer. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est une réalité. Soit parce qu'en réalité, parce que eux-mêmes, alors là en plus pour le coup c'est un alternant, donc quelqu'un de jeune qui est en train de découvrir le monde du travail, soit parce que cette personne elle-même se rend compte qu'elle a besoin d'autre chose, qu'elle a d'autres aspirations, soit parce qu'effectivement on a aussi parfois des profils qui sont plus négatifs, tout existe. Donc voilà, on ne peut pas embarquer tout le monde, mais la méthode que je vais vous montrer maintenant permet de redonner du sens et de recréer de l'adhésion. Et nous, on intervient très souvent dans des entreprises qui ne vont pas très bien, carrément vont mal parfois, donc où il n'y a pas une super énergie, pas une super dynamique, et on va effectivement travailler sur des leviers de business, mais on va beaucoup travailler sur des leviers de motivation, d'adhésion et d'embarquement des équipes pour créer de l'engagement et un sentiment d'appartenance par rapport au projet. Très bien. Alors avant cela, Gaëlle, merci pour votre réponse. On a une question de Nina Williams. Oui. Alors, comment faire pour ne pas imposer finalement une remise en cause constante, pour ne pas déstabiliser les équipes quand les réformes font que nous devons constamment nous remettre en question? Tellement d'accord. C'est effectivement un cauchemar. Je suis 1000 fois d'accord et merci de le dire. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. J'ai pris l'exemple de la formation parce qu'il m'est revenu, mais c'est vrai dans absolument tous les métiers. Il y a une accélération du contexte législatif qui fait qu'effectivement pour les entreprises c'est épouvantable. Alors il n'y a pas de solution magique. En plus je connais pas votre métier, je connais pas votre entreprise. Enfin je connais pas. Là on n'en a pas parlé, donc je serai en face de vous et j'aurai probablement un peu plus de facilité. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler après et on peut en discuter dans la journée ou dans la semaine. Je peux essayer de vous donner 2-3 solutions par rapport à votre métier. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de magie. Généralement, alors je vous donne une des solutions, je ne sais pas si elle fonctionne chez vous, c'est d'arriver à piloter le contexte et les évolutions législatives, à les isoler, à les circonscrire dans une équipe, une personne, une responsable dédiée qui va effectivement avoir qui va avoir pour rôle de faciliter la vie des autres. Voilà, on va avoir une espèce de firewall, pour le dire autrement, dont le job va être de suivre, de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau législatif et de le traduire auprès des équipes en ayant l'objectif que ça ait le moins d'impact sur les équipes possible. Mais voilà la solution qui fonctionne. Je ne sais pas si elle fonctionne chez vous. Donc avec plaisir pour en reparler. Merci. C'est pas une réponse. Je suis normand, mais c'est pas une réponse de normand. Est-ce que du coup, Géraldine, je vais peut-être continuer pour terminer dans les temps? On continue. C'est OK. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos questions, à tous les deux. C'était vraiment, elles font beaucoup sens. Et encore une fois, vous aurez mes coordonnées dans les slides. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on en rediscute. Voilà, avec grand plaisir. Donc, on est effectivement sur la question qu'on évoquait il y a une seconde avec Anne-Valérie, sur comment on donne plus de sens aux équipes et puis comment on crée l'adhésion par rapport au projet de l'entreprise. Alors, ce qui est important, on revient sur ce qu'on évoquait avant, sur la posture managériale et l'importance de donner du sens. Ce qu'il y a derrière, qui est absolument majeur, c'est l'idée qu'on a tous ce qu'on appelle, des codes de référence ou des cartes causales, si vous connaissez le terme, qui viennent de la vie qu'on avait avant. Pour le dire autrement, si un manager ne prend pas le temps d'expliquer à son équipe le pourquoi du comment et en gros le sens de ce qui va être fait, eh bien en fait, chacun dans l'équipe va venir calquer sa réalité d'avant sur un nouvel objectif, un nouveau projet. Donc, on va venir regarder l'évolution de l'entreprise, l'évolution du projet, ce qu'on a à faire avec en fait des points de repère qui ne sont pas forcément les bons. D'où l'importance de donner du sens en permanence. Alors oui, ça prend du temps, mais ça nourrit extrêmement vite la motivation et puis surtout, ça accroît l'engagement des équipes. Donc l'objectif de donner du sens, c'est à la fois de sortir d'un filtre
culturel déformant, mais et en même temps, c'est de faire en sorte que les gens soient davantage engagés. C'est aussi bête que ça. Donc, je sais, vous allez me dire, mais attends, on n'est pas des enfants, on le sait, oui, mais le problème, c'est que ça n'est pas suffisamment fait. Donc, le sens, en fait, c'est du dialogue, c'est de l'explication, c'est de la contextualisation, c'est du partage, et c'est surtout le faire en permanence et pas une fois par an. Voilà pourquoi donner du sens, c'est très important. Et puis, donner du sens, il y a des leviers pour le faire. Alors, il y a 5 leviers qui sont issus des travaux d'Estelle Morin et de Charles Gagné, que moi j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup dans l'équipe, parce qu'en plus, ils résument extrêmement bien les 5 principaux leviers. Le premier, c'est d'insister sur l'utilité du travail pour la personne et en quoi le boulot qu'elle va faire contribue à quelque chose pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment fondamental d'expliquer à quoi sert son boulot. Là, on est vraiment sur le sens de base, le sens primaire. Il y a un deuxième levier, c'est d'augmenter la transparence. Plus vous donnez le sentiment qu'effectivement, il y a des non-dits, des infos que vous retenez, et effectivement, moins la personne se sent appartenir à l'entreprise, moins elle se sent impliquée dans son job, et moins son job a de sens pour elle. Donc la transparence, c'est de donner tous les points de repère possibles et imaginables, et encore une fois, on sort de cette culture du chef-faillon et de la rétention d'informations. On rentre dans une culture où on est véritablement sur du partage, et où on donne des points de repère. Ensuite, il y a, et ça c'est aussi assez nouveau et tout se reboucle avec ce qu'on a vu précédemment, il y a l'importance d'accorder de l'autonomie, de laisser la personne. Pourquoi? Parce que c'est en faisant soi-même qu'on se construit, que l'on se développe, que l'on trouve des sources de satisfaction, que l'on grandit et donc que l'on trouve du sens dans ce que l'on fait. Donc il faut foutre la paix aux gens et les laisser faire eux-mêmes. On n'est plus effectivement dans les règles, on est dans laisser de l'autonomie aux personnes. Il n'y a que ça qui marche pour développer du sens. Ensuite, il faut aider les personnes à développer leurs compétences. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ça va quand même globalement plutôt vers un mieux, parce que là où avant on ne formait que ce qu'on appelle des cols blancs, maintenant, heureusement, on forme beaucoup plus l'ensemble des personnes de l'entreprise. Ce n'est pas encore parfait, mais on va vers un mieux. Le verre est, on va dire, le verre est à moitié plein, il n'est plus à moitié vide. Et effectivement, par le développement des compétences, on crée plus de sens parce qu'on se grandit, on se développe par l'entreprise. Et puis la dernière chose qui fonctionne remarquablement, c'est ce qu'on appelle les relations de qualité. Pourquoi? Parce que quand on a un sentiment de faire partie d'un collectif, en fait, on se sent plus performant. On devient plus performant parce qu'on a du sens dans ce que l'on fait. Si vous êtes dans des entreprises qui sont extrêmement cloisonnées, très politiques, avec effectivement beaucoup de cheffaillonnage et beaucoup de rétention d'informations, voire avec carrément des jeux de rôle et des choses vraiment pas sympas, comme on en voit encore beaucoup trop dans certains grands groupes, en fait, évidemment, vous n'aurez les relations sont des relations qui seront tordues et donc ça va fortement réduire le sentiment d'appartenance et le sens. Voilà. Donc je vous ai résumé ici, c'est un beau cadeau que je vous fais, je vous promets. Je vous ai résumé ici des pages et des pages sur les 5 principaux leviers qui permettent de donner du sens à vos équipes. Et puis, donner du sens, c'est aussi un fort projet d'entreprise. L'idée, c'est que beaucoup d'entreprises savent à peu près quel marché elles veulent aller servir, de quelle façon, avec quels produits, éventuellement quelle agilité, tout ce qu'on a vu précédemment. Mais beaucoup d'entreprises n'ont pas de véritable cap. Or, les boîtes, les entreprises, pour emmener leurs équipes, ont besoin d'un cap. De dire, on est là et on veut aller là, et voilà comment on va s'y prendre. Parce que du coup, ça embarque les équipes, ça donne un sentiment de fierté, ou en tout cas, ça donne de l'envie, voire simplement de la curiosité. Ça crée des attitudes qui sont positives, ou en tout cas, ça limite les attitudes négatives et toxiques, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, ça a un intérêt d'avoir un projet d'entreprise, ou je l'ai dit, un projet voire simplement de service, c'est que ça va focaliser l'attention de l'équipe ou des équipes dans la même direction, en donnant des points de repère à tout le monde qui vont être les mêmes. D'où l'importance d'avoir un projet d'entreprise, un projet de service, un projet d'équipe. Et puis, ça va structurer les attentes vis-à-vis des équipes. Et quelque part, ça va aussi, souvent, on le voit, il y a une invitée de surprise, c'est que ça permet de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et puis, après, il y a une autre invitée surprise qui est absolument magique, c'est que ça va permettre de driver l'ensemble de la communication interne. Oui, parce que finalement, que ce soit à l'échelle d'un service ou d'une très grosse boîte, quand on a un projet d'entreprise avec effectivement un point de départ, quelque part un point d'arrivée à 12, 24, 36 mois, avec des grandes actions et donc une feuille de route entre les deux, en fait, ça va permettre de structurer les informations qu'on va partager
avec tous au fur et à mesure, tous les mois, tous les trimestres. Donc en fait, ça va structurer l'ensemble des informations vis-à-vis du reste de l'entreprise. D'où l'importance d'avoir une feuille de route, une roadmap, hein, qui effectivement définit des grandes étapes et ensuite des actions entre ces étapes-là. Et nous, on a développé une méthode que je vous montre rapidement. On n'a pas le temps de la développer maintenant et puis de vous l'expliquer, mais on a créé une méthode qui est absolument top parce que, enfin, top, pardon pour cette arrogance. Vous voyez, ça vient du cœur. On a une méthode qu'on adore, voilà, parce qu'elle permet de faire en sorte que les équipes construisent le plan d'action, co-construisent le plan d'action. Évidemment, il y a un filtre au début et à la fin qui est celui de la direction, alors comité de direction, manager, ce qu'on veut. Il y a quand même un moment où il faut être capable de refaire des choix, de valider ou pas, c'est un peu normal, mais nous on le voit parce que ça fait des années qu'on fait ça et qu'on le fait auprès d'entreprises et de leurs équipes. 95% des propositions faites par les équipes sont validées et intégrées au plan d'action. Et c'est génialissime parce qu'en fait, et on en revient à la question d'Anne-Valérie tout à l'heure, on est dans cette notion qui permet d'embarquer les équipes et de faire en sorte qu'elles aient un sentiment réel, sincère et non manipulé, hein, vraiment un sentiment profond que en fait, le plan d'action qui va permettre d'atteindre le projet de l'entreprise dont on parlait il y a une seconde, en fait, c'est aussi le leur. Donc, vous voyez, ça permet d'embarquer 95% des équipes vers un projet d'entreprise global. Et ça marche, cette méthode-là marche, c'est fantastique. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez en savoir plus. Mais alors, en gros, cette méthode qui permet de construire le contenu de la roadmap avec les équipes, c'est génial en termes d'application, mais c'est génial aussi pour capter des idées auxquelles la direction n'aurait pas pensé. Parce qu'en fait, quand on commence à co-construire la roadmap avec les équipes, il y a des idées qui émergent au cours des ateliers qu'on organise. Souvent, c'est sur une journée, hein, ça ne prend pas une semaine, hein, mais il y a des idées qui émergent auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui sont des leviers pour rendre l'entreprise plus rapide, plus efficace, etc. C'est absolument génial. Voilà, et puis ça permet de donner vie à un projet, de donner du sens, d'expliquer. Enfin voilà, c'est vraiment une démarche absolument fantastique. Et puis derrière, dans le plan d'action qui va être structuré grâce au travail fait en collaboration avec les équipes, on va simplement définir quelques indicateurs simples qui vont permettre après de piloter l'opération et comme on l'a vu tout à l'heure, de reboucler par exemple tous les mois ou tous les trimestres dans la communication interne en faisant par exemple une visio tous les mois ou une réunion d'équipe pour dire bah voilà, on avait dit qu'on ferait ça, voilà où on en est, puis voilà comment ça évolue dans le temps. Voilà. Eh bien, écoutez, alors je suis désolé, j'ai parlé un tout petit peu trop longtemps parce qu'on est hors délai. Ce que je vais vous envoyer sur la partie qui suit, c'était c'est l'importance de définir une bonne hygiène de travail pour les équipes qui travaillent à distance. Donc, ce que je vous propose, c'est que, parce qu'il est déjà 10h30 et c'était leur limite pour la fin de ce webinaire, quand on parle avec passion, parfois on passe un tout petit peu plus de temps sur certains sujets. Alors là-dessus, quelque part, je l'avais mis volontairement à la fin parce qu'il y a beaucoup d'écrits qui existent sur le sujet. En fait, nous, on accompagne quelques clients sur le management des équipes hybrides ou en télétravail. Alors, hybride, c'est mixte, évidemment. En télétravail, c'est 100% à distance. Et on a identifié quelques règles extrêmement simples qui permettent de rendre les choses efficaces. Le point de repère que je peux juste vous partager en une seconde là-dessus, c'est de comprendre que aujourd'hui, vous avez 30% des gens qui sont en télétravail qui se sentent fliqués beaucoup plus qu'avant. Et qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est la 3e cause de plainte à la halte. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, énormément de managers ne savent pas manager des gens en télétravail parce qu'ils viennent calquer, on parlait tout à l'heure des codes de référence et des cartes causales, ils viennent calquer en fait des habitudes, des rituels qui viennent du présentiel sur le monde du télétravail, alors qu'en fait, ce ne sont plus les mêmes modes de collaboration, ce ne sont plus les mêmes modes d'interaction. Voilà, donc on a un peu écrit sur le sujet. Je vais vous distribuer mes slides comme promis, et puis vous pourrez sans problème m'appeler pour en discuter et que je vous explique rapidement quels sont les points clés à comprendre sur le télétravail. Voilà, est-ce que Géraldine, on a encore 1 minute pour d'éventuelles questions ou remarques ? Alors, dans le chat, non, pas de questions, donc n'hésitez pas. Hein, voilà, vous avez la parole. Une nouvelle fois, si vous avez des questions, des remarques, des avis à partager, c'est à vous, c'est maintenant. Non. Bah oui, non, mais c'est de ma faute, Géraldine. Il m'aura manqué 4 minutes, en fait, vous voyez, donc j'étais pas très loin du timing, hein, quand même.
Il m'en a manqué 4 minutes. Puis encore une fois, donc ça, ce sont les slides qu'on vous envoie. Donc vous aurez toutes mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler. Il y a mon équipe derrière avec des gens vraiment top, super sympas. Et puis, vous avez accès à notre site web avec plein d'infos. Donc, on va vous mettre le lien. Vous l'avez ici, hein, le lien vers bereniceconseil.com. Et donc, vous avez, c'est pas de la pub, hein, vous avez vraiment du contenu, du fond sur beaucoup, beaucoup de sujets en lien avec les stratégies de développement et les leviers pour engager les équipes.